Une épée est brandie, un cavalier à cheval atteint sa cible et coupe le bras d'un garçon aux cheveux bleus. C'est le cauchemar récurrent de notre protagoniste, Chris, et son nom est appelé à plusieurs reprises, le réveillant de son rêve. Son camarade, Lewis, s'inquiète des mouvements qu'il fait et se demande quel genre de cauchemar il est en train de faire. Il semble que Chris ait souvent fait ce rêve, car c'est le jour où il a perdu son bras. Les deux hommes montent la garde et sont en train de transporter des marchandises. Un autre homme se moque de Chris, lui demandant si son bras s'est détaché de son corps, se moquant de lui, mais Chris lui dit de s'occuper de ses affaires, et les deux hommes se chamaillent, de part et d'autre. Ce travail de transport semble facile, pense Chris, car personne de sensé ne se frotterait à cette bande de mercenaires. Le groupe arrive à l'endroit désiré et commence à décharger la cargaison. Chris remarque qu'un autre membre du groupe, censé jouer le rôle d'éclaireur, converse avec un autre groupe de mercenaires. Le groupe a été constitué par l'homme bavard de tout à l'heure. Le monde des mercenaires est vraiment cruel. Lewis s'avance. Il demande au groupe adverse de se retirer et, s'il le fait, il le dédommagera. Le groupe reconnaît Louis à son surnom, Rapid Shot. On dirait qu'il s'est fait un nom, mais au lieu d'être félicité, le groupe se met à rire. Louis a été surnommé Rapid Shot parce qu'il ne peut tenir que 3 minutes. C'est un coup bas, ils doivent laisser mon homme tranquille. Chris exhorte Louis à ne pas perdre son sang-froid et lui dit qu'il assure ses arrières, car tous deux comprennent qu'ils ne doivent pas recourir à la violence. Ils demandent au groupe de bandits ce qu'ils veulent, et ils peuvent résoudre le problème pacifiquement. Le plus grand et le plus méchant d'entre eux se lève et dit qu'il sait très bien ce qu'il veut. Chris est certain que l'homme qu'il a engagé cache quelque chose. Il voit qu'il est inutile de lutter contre le groupe et conseille aux marchands d'abandonner ce qu'ils cachent. Mais la situation s'envenime, et Chris sent la soif de sang du bandit. Il dit aux marchands de s'enfuir et, par une attaque sournoise, il lance sa dague vers le bavard de tout à l'heure, leur laissant le temps de s'enfuir. Il est bloqué, et Louis est maintenant encerclé, mais il tient bon. Chris lui dit qu'ils vont se séparer, et le chef des bandits, furieux, ordonne à ses hommes de tous les capturer. Chris s'enfuit, dans la forêt avec le chef des bandits et quelques hommes de main à ses trousses. Bien qu'infirme, Chris est un touche-à-tout et, au lieu de se complaire dans son handicap, il a acquis une pléthore de compétences différentes. Survivre avec un seul bras l'a poussé à travailler 2 fois plus dur. Les hommes de main le rattrapent et il sort un piège en fil de fer et réfléchit à l'endroit où le placer. D'un geste rapide, il le lance dans un arbre, créant une fine ligne qui décapite le premier homme de main qui la traverse. Un de moins, pense-t-il. Mais les bandits sont maintenant furieux et continuent la poursuite. Un certain temps s'est écoulé et nous voyons toutes les façons créatives dont Chris s'est débarrassé des mercenaires, mais il est à court d'astuces. Le dernier homme de main crache du sang, mourant d'un piège empoisonné que Chris lui a tendu. Il tourne le dos à la berge d'une rivière et n'a nulle part où aller. Chris pense s'être débarrassé de tous ses poursuivants, mais le chef des bandits s'approche, affirmant qu'ils ne sont pas tous morts, et passe à travers le piège empoisonné, sans être affecté. Chris ne sait pas comment il a survécu, et se demande ce que peut bien faire ce monstre en s'attaquant à un simple marchand. Chris respire difficilement et s'effondre sur le sol, tandis que les têtes de ses camarades sont jetées à ses côtés. La peur s'installe. Il demande à Chris s'il sait ce qu'il a autour du cou. Chris est choqué que Louis ait été vaincu si facilement et comprend rapidement qu'il doit s'enfuir. Le chef informe Chris que son collier est un artefact et que les artefacts sont des trésors d'une grande puissance qui peuvent transformer n'importe quel équipement en une arme mortelle et que la valeur de ces pièces peut financer une famille pendant des générations. Chris supplie le chef de l'épargner et celui-ci lui répond qu'il est de bonne humeur, qu'il pourrait bien le laisser s'en tirer et qu'il le remercie même d'avoir éliminé ses hommes de main. Chris n'est cependant pas convaincu, et dès que le chef tend la main vers lui, il a un dernier tour à jouer. Et crache des éclats de verre dans les yeux du chef, l'aveuglant momentanément. Chris n'a pas peur d'utiliser des tactiques sournoises et s'excuse auprès du chef en disant qu'il ne mourra pas comme ça. Mais avant qu'il ne puisse faire son prochain mouvement, le chef fait une large entaille en arc de cercle, coupant le bras restant de Chris. Notre garçon est un homme à la tête de poulet. Ce n'est pas bon. Chris tombe sur le torse du leader et est attrapé par les cheveux. Le chef le lance vers le bout de la falaise. Sachant que sa fin est proche, Chris ne peut que regarder son bras sans vie. Le rire du chef est interrompu car quelque chose ne va pas. Où est son artefact? Chris n'a pas perdu son bras sans raison et se moque du chef avec son collier dans la bouche. Quel sauvage! Le chef des bandits fait cette fouille que l'on fait, vous savez, quand on ne sent pas son téléphone dans sa poche et la prise de conscience est immédiate. L'artefact est en possession de Chris. C'est impossible, dit le chef. Et Chris avale l'artefact et saute dans la rivière en contrebas. Chris ne peut pas lever le majeur, alors c'est presque son dernier FU à ce type mec. C'est assez épais. Le chef saute à sa suite et Chris peut lire le désespoir dans ses yeux alors qu'ils plongent tous les deux dans la rivière. Chris pue sans vie et accepte son sort en souriant, en pensant que le chef ne pourra jamais retirer l'artefact de son estomac. C'est ainsi que la vie de Chris s'achève après 39 ans. Mais avant qu'il ne puisse s'évanouir complètement dans les ténèbres, une voix étrange parle dans sa tête. Pouvoir de recherche, désir de connaissance, avidité abyssale, recherche, ferveur et addiction, persistance sans talent, instinct inversé. Et juste avant que le leader ne puisse s'emparer de Chris, une énorme explosion se produit. Chris s'ouvre. Il est agréablement choqué de voir que son bras est revenu. Il pense alors qu'il s'agit du cauchemar qu'il a toujours fait à l'âge de 15 ans.
Mais quelque chose semble différent maintenant, car un soldat appelle Chris, l'avertissant de l'attaque imminente. C'est la première fois qu'il reconnaît le couteau qui lui a arraché le bras. Chaque fois qu'il a fait ce rêve, il a été incapable d'esquiver le coup, mais quelque chose ne va pas. Il ressent une douleur dans son bras droit, comme s'il savait ce que c'est que de se le faire couper. Chris ferme les yeux et se laisse tomber, ce qui lui permet d'esquiver accidentellement le coup. « Je l'ai esquivé ?» demande Chris. Est-ce que c'est un rêve après tout? Un écran système indique à Chris qu'il a gagné de l'XP, et Chris est encore plus confus, mais il entend l'appel à la retraite. Nous voyons alors Chris de retour dans une tente, en train de pincer les joues de son vieil ami, Lind. Chris se souvient de son vieil ami, et il est excité à l'idée que c'est vraiment lui. Mais il sait pertinemment que ce n'est pas lui. Le Lind qu'il a connu est mort il y a longtemps, et il ouvre la jambe de son pantalon pour vérifier sa blessure. Dans sa vie antérieure, Lind a perdu sa jambe à cause d'une blessure non soignée. Mais cette fois-ci, Chris ne laissera pas son ami devenir infirme, et il sauvera leurs deux membres. Chris soigne la blessure de Lind et se jure de ne pas laisser les événements passés se reproduire, et se dit qu'il a eu de la chance de trouver de l'herbe blanche près du camp. Cette herbe ne suffira pas à le guérir complètement, il devra donc trouver d'autres herbes pour améliorer la régénération de l'un. Ce sont toutes des choses que Chris a apprises dans sa vie antérieure auprès de son professeur, et alors qu'il finit d'envelopper la jambe de Lynn, cette dernière le remercie et admire son travail minutieux. Chris repense à sa vie passée, où Lynn a même sacrifié sa propre vie pour le sauver, et Chris pense qu'il lui doit plus que la réparation de sa jambe. Le commandant entre dans la tente et les garçons attendent silencieusement leurs ordres. L'homme les informe qu'ils sont la nouvelle réserve de la 7e infanterie et que leur entraînement va commencer, mais qu'ils ne seront pas considérés comme des soldats officiels. Le soldat regarde le plus grand garçon de la pièce et le nomme chef. Un autre garçon aux taches de rousseur commente le fait qu'ils ne seront pas des soldats officiels, à côté d'un autre homme barbu qui aiguise sa hache. Il y a beaucoup de personnalités ici. Chris analyse la situation et remarque que le groupe est composé de bleus, et maintenant il comprend la situation. Le commandant a essentiellement demandé au groupe de servir de chair à canon dans les jours à venir. Chris aura beaucoup à faire. Il remarque que Lynn dort et veut, pour qu'il se repose de sa jambe blessée. Nous apprenons que l'armée est stationnée dans la forêt de Zaituras, et que Chris et les garçons suivent le groupe de chasseurs. Un homme plus âgé, aux cheveux roux, demande au commandant pourquoi ses poulets de printemps les suivent. Le chef lui répond que Chris leur a acheté des cigarettes en échange de leur présence. L'homme aux cheveux roux se demande comment Chris a réussi à fabriquer des cigarettes de qualité, mais il remarque que le garçon doit être doué. Des rumeurs commencent à circuler sur l'ingéniosité de Chris. Le commandant offre la cigarette à l'homme aux cheveux rouges, mais celui-ci la refuse. Le groupe de chasseurs s'arrête et reçoit l'ordre d'attraper 5 lapins chacun. Ils sont avertis de ne pas s'aventurer trop profondément dans la forêt, car ils pourraient rencontrer des kobolds. Chris pense que c'est du gâteau, et profite du temps supplémentaire pour chercher les herbes dont il a besoin. Chris trouve de nombreuses herbes utiles et affiche un air satisfait, mais il voit un message indiquant qu'il a gagné de l'XP grâce à la cueillette. Pourtant, il pense qu'il voit des choses et se gifle lui-même. Pourquoi cet artefact est-il si bruyant? Dit-il avec colère. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Se demande-t-il. Il n'arrête pas de crier derrière sa tête. Chris a toujours su que les artefacts n'étaient pas si simples, mais qu'ils soient aussi compliqués, cela dépasse l'entendement. Il se demande pourquoi le chef des bandits était prêt à mourir pour ce collier que Chris a avalé. Il doit encore trouver plus d'informations à ce sujet. Avant qu'il ne termine sa réflexion, il entend le bourdonnement d'une abeille qui passe à côté de lui. L'abeille est prise au piège dans une toile, et c'est le jour de chance pour Chris. Chris a trouvé une fourmi à miel, une créature très utile. Il ramasse la fourmi et libère l'abeille de son piège. Il l'utilise comme appât et suit l'abeille jusqu'à ce qu'elle atteigne son nid. Bingo! Chris repère le nid et commence à récolter son miel. La scène se déplace vers les autres garçons de son groupe qui sont incapables d'attraper un seul lapin. Vous voyez, seul Chris est un chasseur parmi eux. Le soleil se couche et le commandant aboie sur les deux garçons qui se prélassent. Puisqu'ils ont le temps de s'asseoir et de discuter, c'est qu'ils ont déjà accompli leur tâche, suppose le commandant. Les garçons ne savent pas trop quoi dire, mais Chris revient juste à temps et lâche une horde de lapins. L'homme aux cheveux roux de tout à l'heure se demande si Chris a réussi à chasser tous ses lapins tout seul, et est impressionné par son habileté. Mais sa lutte a été vaine, puisqu'il n'y en a pas assez pour tous ses camarades. Chris se demande comment cela est possible, puisqu'il n'y a pas assez de nourriture pour tous ses camarades. Le commandant a dit qu'il en fallait 5 par personne. Il est très ennuyé parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Je voulais voir l'homme aux cheveux roux essayer de le faire aussi. Le garçon aux taches de rousseur est inquiet, et nous découvrons que le chef de l'équipe des rennes s'appelle Digo, et que le barbu maniant la hache s'appelle Doki. Chris s'est assuré de collecter leur part, mais il a peut-être mal calculé, et pense à prendre l'une de ces herbes rares pour l'utiliser à la place. Peut-être que cela les sortira de ce mauvais pas, et qu'en même temps, il recevra des éloges pour cela. S'il l'offre à ses supérieurs, ils ne refuseront sûrement pas. Le commandant signale la fin de la chasse et il est temps de retourner au camp. La punition pour avoir échoué est une réprimande et, selon les règles militaires, ils seront gérés à partir de maintenant. Chris attire discrètement l'attention de l'homme aux cheveux roux et lui fait une proposition qu'il aimerait entendre. L'homme refuse, mais Chris l'incite à au moins l'écouter. L'écouter. Nous voyons maintenant Chris avec le garçon aux taches de rousseur qui attend en pleine nuit. Il a posé un autre piège pour tenter d'attraper un cerf, et nous découvrons que l'herbe que Chris voulait échanger s'appelle la perche rouge, et que la perche rouge est l'un des mets préférés des cerfs à cornes rouges, qui ne manqueront pas de mordre à l'hameçon. Est inquiet, mais Chris le rassure, et lui dit de retenir sa respiration, et de se concentrer.
Les cerfs sont très sensibles et remarquent les moindres mouvements. Le garçon aux taches de rousseur se demande s'ils peuvent l'attraper, mais s'ils y parviennent, ils auront enfin un bon repas. Chris, lui, est concentré sur son objectif et le cerf s'approche. Chris met sa main sur la bouche du garçon, car ils vont bientôt être rassasiés. Lorsque le cerf aperçoit le casse-croûte, il s'approche, mais s'aperçoit immédiatement de sa présence et tente de s'enfuir. Chris saisit un caillou et le frappe à la tête, ce qui lui permet d'obtenir un message indiquant que sa compétence en matière de lancer a augmenté. Mais ce n'est pas suffisant, car Chris n'a pas l'habitude de lancer avec son bras droit, et il n'y a donc pas assez de puissance. Il comprend la situation et appelle Digo et Doki. Les garçons d'encercler le cerf et de lui couper toute issue. Chris apparaît et force le cerf à courir dans une certaine direction, en disant que c'est maintenant aux soldats de jouer. L'homme aux cheveux roux se cache derrière un arbre, et la scène revient en arrière lorsque Chris expose son plan. Le plan consiste à piéger le cerf en le guidant pour qu'il suive un chemin prédéterminé. Chris dit que l'homme aux cheveux roux doit aussi jouer un rôle dans cette chasse, et que s'il peut lui faire confiance, ils attraperont le cerf. Le cerf tombe dans le piège et se précipite dans le piège à cordes que les deux soldats ont préparé. Il l'attrape par le cou, mais la bête est plus forte qu'il ne l'avait prévu. Elle entraîne les deux hommes avec elle, alors qu'elle tente désespérément de s'enfuir. Mais avant qu'elle n'en ait l'occasion, Chris apparaît avec un gros rocher à la main et frappe le cerf à la tête. Chris a tué le cerf et a gagné un peu plus d'XP. Et plus tard, nous voyons le groupe assis autour du feu, excité par leur repas. Nous voyons maintenant la viande juteuse en train de cuire, alors que tous les hommes autour bavent devant les odeurs savoureuses. L'un des enfants demande pourquoi le cerf est si célèbre, et on lui répond que pour les simples soldats, il s'agit d'une autre viande, mais que pour les nobles, il s'agit d'un puissant aphrodisiaque. Les enfants espèrent qu'ils seront récompensés pour cela. Et Chris se tourne vers l'homme aux cheveux roux en lui disant « Hé, tu es plutôt bon, la chasse n'aurait pas fonctionné sans lui. » Et Chris sourit, mais l'homme lui dit de manger. Mais nous voyons que Chris est occupé à raffiner des pétales de fleurs, et montre à l'homme qu'on peut en faire une poudre. Cette poudre est un excellent assaisonnement, et il en saupoudre le steak de tout le monde. Et tous sont époustouflés par la saveur. Ce n'est peut-être pas de la cuisine royale, mais cela fera l'affaire. Tout le monde mange joyeusement, et le soldat aux cheveux roux veut confirmer le nom de Chris. Il est satisfait de ses efforts, et le relève de la garde de nuit et de la chasse. Chris sourit et le remercie. De retour à la caserne, Lynn est soulagée d'avoir enfin pu passer une bonne nuit de sommeil. Les garçons entrent dans la tente et Chris tend de la nourriture à Lynn en lui disant qu'il a dormi à cause des médicaments qu'il lui a donnés. Chris vérifie sa blessure et pense que dans une vie antérieure, ce n'était pas la coupure qui était en cause, mais plutôt l'infection qui en découlait. Cette fois-ci, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Chris lui demande si la nourriture est bonne. Un grand cri se fait entendre à l'extérieur de la tente, effrayant Chris. Attrapez-les tous et ne laissez personne en vie, entend-on à l'extérieur de la tente. Chris se demande ce qui se passe. Une marmite de soupe renversée est à l'origine d'une certaine agitation. Le supérieur, furieux, ordonne à quelqu'un d'attraper les chiens qui sèment la pagaille dans le camp. Des flèches sont tirées et des groupes de soldats commencent à se disputer. Lynn s'enquiert de la situation et Chris répond qu'il ne s'agit que de chiens errants. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec leur visage? Regardez-les. Les chiens sont constamment en train de contrarier les soldats et ils ont l'air de s'amuser. Chris dit qu'il peut attraper les chiens et l'homme aux cheveux roux demande s'il est vraiment à la hauteur. S'ils ne font rien, le moral des troupes en sera affecté. Mais attendez, c'est Chris qui va s'en charger. L'homme lui souhaite bonne chance et quitte le garçon. Lynn s'enquiert de l'identité de l'homme, et Chris répond qu'il s'agit d'un des soldats qui se sont joints à eux pour la chasse. Lynn demande à Chris comment il compte attraper les chiens, mais comme toujours, notre garçon va installer des pièges. Mais Lynn fait valoir que même les pièges des soldats n'ont pas fonctionné. Mais il ne sait manifestement pas à quel point Chris peut être débrouillard. La conversation se poursuit et Lynn demande pourquoi ils sont chargés d'attraper des chiens. Chris lui répond que c'est une bonne occasion de se procurer de la nourriture, mais il se dit que CE sera une bonne excuse pour participer à la prochaine chasse, et qu'il a besoin de plus d'herbes. Diego appelle Chris avec les herbes qu'il a demandé à trouver. Lynn en ramasse une et demande si ce n'est pas de l'ivraie normale. Chris remercie Diego pour son travail et l'informe que cette feuille agit comme une drogue puissante pour les chiens et qu'elle est cruciale pour les capturer. Il voit Chris installer un piège collant et commande son achèvement. C'est ce dont ils ont besoin. Ils vérifieront les pièges demain, et le jour suivant, ils sortiront, et nous pourrons voir plusieurs chiens endormis avec une substance collante autour de leur bouche. Chris dit à l'homme aux cheveux roux qu'ils avaient beaucoup de chiens endormis. La raison pour laquelle la fourmi à miel était si importante était sa capacité à tisser des toiles avec des effets différents en fonction de ceux qu'elle mangeait. L'homme félicite Chris pour son talent et le met en garde contre d'autres meutes de chiens. Chris profite de l'occasion pour se joindre au groupe d'éclaireurs de l'homme et, s'ils le permettent, ils attraperont tous les chiens restants. L'homme le regarde et lui dit qu'il n'est qu'un simple soldat. Il n'a pas ce pouvoir, mais Chris ne le croit pas. Chris se souvient de lui dans sa vie antérieure. Seuse, cheveux roux écarlates, son physique bien bâti, sa force d'âme non dissimulée. C'est le fils illégitime du duc Van Ludwig. Gillian Ludwig. Chris s'est attiré ses faveurs grâce à ce fait. Gillian lui dit qu'en récompense du cerf, il le laissera venir, mais seulement s'il s'occupe des chiens restants. Diego avertit Chris qu'il s'aventure trop profondément dans la forêt. Et ils atteignent presque la frontière. Chris prend les devants et dit de s'occuper rapidement de ses chiens pour qu'ils puissent revenir. Chris s'arrête et lâche la ficelle qu'il tient dans sa main. « Tu as entendu ça ?» demande Diego.
La meute de Cabot, mais elle voit un éclaireur des 8 portes avec une flûte à la bouche. La flûte de l'éclaireur a contrarié les chiens, ce qui a causé tout ce remue-ménage dans le camp de Chris. Chris demande à Diggo s'il a déjà tué quelqu'un, et celui-ci répond qu'il ne l'a fait qu'une fois sur le champ de bataille, où Chris était censé perdre son bras. Chris se rassure et dit à Diggo et Doki de se préparer. Diggo et Chris continuent de surveiller l'éclaireur, et Doki se cache dans l'embuscade. Chris dit à Diggo qu'il est temps d'y aller, et il commence le combat en sautant sur l'éclaireur, Howard à la main. D'une large frappe, il fend un arbre en deux, mais l'éclaireur parvient à esquiver. Il recule et prépare son arme, mais Chris rejoint Diggo, et comme c'est un 2 contre 1, l'éclaireur tente de s'enfuir, mais Diggo et Chris le poursuivent. Mais Chris remarque que l'éclaireur attrape son pistolet à fléchettes et ordonne à Diggo de se mettre à l'abri. Les fléchettes touchent un arbre, mais l'éclaireur en profite pour s'enfuir. Il saute par-dessus une branche et se retourne pour voir si ses poursuivants sont partis. Il ne manquait qu'un peu plus à l'éclaireur pour obtenir son or, et maintenant il a peur de revenir les mains vides. Tout à coup, une hache est lancée vers l'éclaireur qui l'enjambe de justesse. L'éclaireur est surpris de voir qu'un autre soldat est à ses trousses, mais avant qu'il ne puisse s'adapter, il tombe dans un des pièges de Chris et se cogne la tête au sol. Doki se tient au-dessus de lui. « Je t'ai eu », dit-il, puis il tue impitoyablement l'éclaireur, ce qui donne des sueurs froides à Diggo. Chris félicite Doki et Diggo s'approche en demandant comment Chris savait que l'éclaireur viendrait par là. Chris les informe que c'est le chemin le plus rapide pour retourner au camp des 8 portes. Le travail des 3 est donc terminé. Il reste encore quelques chiens et Diggo demande s'il est possible de les laisser s'enfuir. Mais comme ils se sont occupés de l'homme qui les contrôlait, ils devraient s'en sortir. Chris regarde vers Doki, mais il est choqué de voir un loup blanc avec de nombreuses cicatrices. Ces créatures vivent généralement dans la montagne de l'âme. Comment se fait-il qu'il y en ait un ici? Chris se demande si l'éclaireur a rassemblé ses chiens pour essayer d'attraper le loup. Mais dès qu'il pense cela, le loup succombe à ses blessures et tombe. Chris se dit que l'éclaireur avait en fait un bon plan, mais qu'il va maintenant en récolter les fruits. En s'approchant du loup, Chris remarque qu'un seul louveteau a survécu. Tego note qu'il ne ressemble pas vraiment au loup, et je veux dire, regardez cette chose, n'est-ce pas appât d'avatar? Ces auteurs n'ont pas la langue dans leur poche. Chris se demande s'il ne s'agit pas d'un métis. De retour au camp, les soldats savourent un repas copieux. Le garçon aux taches de rousseur observe attentivement les soldats en train de manger la viande juteuse, puis il retourne dans la tente et se lamente sur sa faim. Len réfléchit au nouveau poste qui a été attribué à Chris et se demande ce qu'il a bien pu faire pour être affecté à une tâche aussi dangereuse. Len repense à l'époque où Chris l'avait convaincu de s'engager dans l'armée. S'ils peuvent devenir chefs, tous leurs problèmes disparaîtront, dit le jeune Chris. Len rétorque que si Chris devient chef, il deviendra certainement premier ministre, tandis que les deux enfants plaisantent. Len ne savait pas vraiment que Chris était sérieux et que son ami ne s'arrêterait pas avant d'avoir atteint le sommet. Le garçon aux taches de rousseur en a assez, et même si Chris a attrapé les chiens, aucun des garçons de l'unité n'est autorisé à sentir l'odeur de la délicieuse viande. Ils auraient au moins pu recevoir du pain, et le garçon à taches de rousseur veut aller voler de la nourriture à la place. Len lui rappelle que s'il se fait prendre, toute l'unité sera en danger. Avant qu'il ne puisse mettre son plan à exécution, Chris entre dans la pièce avec un carré de viande et dit au garçon d'allumer un feu. D'allumer un feu. Les garçons sont autour du feu et savourent joyeusement leur repas. Mais Lynn demande à Chris pourquoi il ne mange pas lui aussi. Il répond qu'il a déjà mangé, mais Lynn lui dit qu'un autre homme regarde dans leur direction. Nous faisons un gros plan, et l'homme a les lèvres gercées, avec des traits appris par l'homme, et il regarde intensément la nourriture. Il a l'air affamé, et le groupe se demande s'il devrait lui offrir de la nourriture. Le groupe fait remarquer que s'il n'y avait pas eu Chris, ils auraient été dans la même situation. L'homme affamé s'assoit et s'excuse de sa puanteur, car il a été chargé de nettoyer l'enclos des cochons. Pauvre homme. Le groupe raconte que les supérieurs ne leur donnent même pas de pain, et encore moins de viande. Lynn dit que si vous devenez commandant, vous pourrez peut-être goûter de la bonne viande de porc. Les soldats les plus modestes, comme eux, n'ont pas cette chance. L'homme dit qu'il doit trouver de la nourriture et des boissons, et que ses amis de la caserne sont également affamés. Chris demande combien ils sont, et l'homme le surprend avec 20 personnes. C'est un peu... Tu arrives à la cheville de l'homme. Amène 2 ou 3 de tes gars, une vingtaine. Chris fait remarquer que 20 personnes, c'est beaucoup pour quelques gars. Chris voulait garder la viande, mais il se rend compte qu'il serait peut-être préférable de l'aider. Tous les soldats affamés pendant les périodes difficiles. Ce qui est fait, et maintenant tous les soldats affamés sont ravis d'avoir enfin un repas décent. Je veux dire, au moins il obtient, vous savez, des points bonus avec Dieu ou ce en quoi il croit dans l'histoire. La scène se déroule le lendemain matin. Nous voyons le bébé loup en train de boire dans son bol. Chris se demande qui est le père de ce petit loup, essayant de le déterminer à partir des traits du bébé. D'après ses yeux rouges et ses lignes uniques, il pense qu'il pourrait être le descendant d'un loup doré, et qu'il pourrait un jour cracher du feu. C'est un peu exagéré, mais peu importe. Lynn demande à Chris s'il a choisi un nom et il répond bébé Bullion. Lynn est dégoûté par ce choix et Chris en lance un autre, Gantong. Chris est un bon chasseur, mais il n'est pas doué pour les noms. Il dit aux garçons qu'il plaisante et leur propose de l'appeler Pumpki, le diminutif de citrouille, ce qui est honnêtement un nom parfait si vous voulez mon avis. Un commandant entre et appelle les soldats à sortir pour une inspection et à se rassembler. Chris se demande pourquoi il y a une inspection soudaine et les soldats se mettent en rang. Chris maudit leur commandant en chef et l'homme appelle Chris. Celui-ci s'approche.
L'atmosphère est tendue. L'homme qui a appelé Chris, estimated. Centurion et chef de la 7e infanterie, le commandant Kennery. Le centurion remercie Chris pour ses services exceptionnels, son exploit le plus remarquable étant d'avoir éliminé l'éclaireur ennemi. En conséquence, il nomme Chris dacurien et se réjouit de le voir évoluer. Chris accepte humblement sa promotion et... Tous les soldats qu'il a nourris l'acclament. J'aime voir l'amour se répandre ainsi. Kennery remarque que Chris est très populaire et lui demande s'il a soudoyé les hommes avec des boissons. Chris rejette maladroitement les commentaires en disant qu'il est en fait un peu timide. Mais les acclamations ne s'arrêtent pas. Et un homme le traite même d'aimant à viande. Attendez, c'est un peu sus. Il faudrait au moins ajouter le no homo après ça. Mais je pense que nous savons ce qu'il veut dire. Je pense que oui. Alors que la cérémonie s'achève, Chris sent une tension s'installer dans l'air. Les officiers vétérans le regardent avec dédain. C'est un peu comme s'il voulait qu'il reste le plus près possible du sol et qu'il ne monte jamais en grade. Car lorsqu'il gravit les échelons militaires, il menace la hiérarchie des soldats plus âgés. Chris retourne à la tente et ses amis se demandent s'ils doivent maintenant l'appeler commandant. L'offre est tentante, mais Chris lui convient parfaitement. Le groupe a maintenant besoin d'être centurion et chef de la 7e infanterie, le commandant Kennery. Le centurion remercie Chris pour ses services exceptionnels, son exploit le plus remarquable étant d'avoir éliminé l'éclaireur ennemi. En conséquence, il nomme Chris dacurien et se réjouit de le voir évoluer. Chris accepte humblement sa promotion et... Tous les soldats qu'il a nourris l'acclament. J'aime voir l'amour se répandre ainsi. Kennery remarque que Chris est très populaire et lui demande s'il a soudoyé les hommes avec des boissons. Chris rejette maladroitement les commentaires en disant qu'il est en fait un peu timide. Mais les acclamations ne s'arrêtent pas. Et un homme le traite même d'aimant à viande. Attendez, c'est un peu sus. Il faudrait au moins ajouter le no homo après ça. Mais je pense que nous savons ce qu'il veut dire. Je pense que oui. Alors que la cérémonie s'achève, Chris sent une tension s'installer dans l'air. Les officiers vétérans le regardent avec dédain. C'est un peu comme s'il voulait qu'il reste le plus près possible du sol et qu'il ne monte jamais en grade. Car lorsqu'il gravit les échelons militaires, il menace la hiérarchie des soldats plus âgés. Chris retourne à la tente et ses amis se demandent s'ils doivent maintenant l'appeler commandant. L'offre est tentante, mais Chris lui convient parfaitement. Le groupe a maintenant besoin d'être de toutes les marches. Mais les garçons reviennent au camp, et Chris entre dans la tente du centurion. Il est arrêté par les gardes, et Chris leur donne son nom et son grade, et leur dit qu'il a un rapport sur sa précédente mission d'éclaireur. L'un des soldats tente d'embrouiller Chris, mais ce dernier ne se laisse pas faire. Il lui donne un coup de pied dans le tibia, et dès que l'homme se penche, il lui donne un coup de genou au visage, et lui dit que c'est une leçon, et qu'il ne doit pas refaire la même erreur s'il tient à sa vie. L'autre garde lève sa lance vers Chris, mais celui-ci la saisit et lui dit d'arrêter. Mais avant que la situation ne dégénère, un autre décurien, Pétale, s'approche et prend le parti de Chris en lui disant qu'il doit débriefer son rapport. Chris commence à parler à Pétale de la mission de reconnaissance dans les marais et Pétale est impressionné par le rapport. Mais tout ce qui vient à l'esprit de Chris, c'est de se demander pourquoi le centurion ne fait pas ce travail et pourquoi il a envoyé Pétale le faire à sa place. Pétale remarque qu'Henri aime beaucoup boire. Puis nous découvrons l'histoire du centurion. Il était autrefois chevalier d'un aristocrate important, mais il s'est trop rapproché de la femme du baron et a été renvoyé de son poste. Il s'est rapproché de la femme du baron? Chris est surpris par la tournure des événements. Henri était... Il est ensuite rétrogradé et envoyé dans l'infanterie, dans l'espoir de mourir sur le champ de bataille. Naturellement, Henri considère cet endroit comme un cimetière, et Chris comprend enfin pourquoi, dans sa vie passée, la 7e infanterie a été anéantie. Henri a sombré dans le désespoir et la dépression et a laissé mourir ses soldats. Si Chris ne fait rien maintenant, l'histoire est condamnée à se répéter. Chris cherche quelque chose à l'extérieur de la forêt et jure que ce devrait être le point médian entre les camps opposés. Il regarde par-dessus la colline et trouve ce qu'il cherche. Jackpot, dit-il, en regardant par-dessus la colline, caché dans les hautes herbes. Il repère les 8 portes de l'itinéraire de livraison et voit 2 chariots légèrement gardés. D'habitude, 5 à 10 soldats gardent ces transports, mais il pense que son plan va fonctionner et retourne au camp. Sur le chemin du retour, il s'empare également de peaux de chien. Chris, fatigué, rentre au camp et commence à préparer sa mission audacieuse. Il demande des bâtons et quelques couteaux et commence à fabriquer un équipement de fortune. Il utilise les bâtons et les couteaux pour fabriquer des lances et les peaux de chien pour faire des boucliers. En y pensant, l'équipement de la 7e infanterie est vraiment un déchet. Lind Air. S'ils se préparent à la guerre. Et Chris de répondre. De quoi parle-t-il? Ils sont déjà en guerre. Chris dit aux garçons de prendre les armes et de venir dehors. À partir d'aujourd'hui, Chris va former ses novices au maniement des armes. Il donne le signal du début de l'entraînement et les garçons commencent à s'entraîner. Quelques soldats plus âgés remarquent l'entraînement et certains vétérans commencent à s'approcher et à donner des conseils aux garçons, ce qui déclenche une réaction en chaîne qui implique tout le camp. Tout le monde s'améliore par association. Chris pense que l'atmosphère du camp est en train de changer pour le mieux. Le seul problème, c'est Kennery. Aujourd'hui, le changement n'en est qu'à ses débuts, et ils ne peuvent pas faire grand-chose. Gillian s'approche et s'enquiert de l'entraînement. Chris lui dit que la journée a été efficace, mais il ne peut s'empêcher de se demander combien de temps Gillian compte cacher sa véritable identité. Il a l'air d'une personne gentille, mais les actes qu'il a commis dans le passé d'Aaron ne plaident pas en sa faveur. Va-t-il vraiment assassiner ses frères? Chris est maintenant mêlé au destin de Gillian, et Gillian lui dit que le seul moyen de sauver la 7e infanterie est de tuer Kennery. L'air devient lourd. Chris comprend le bien fondé de ce plan,
car l'ivrogne Kennedy pourrait le mener à sa perte. Et peut-être que Pétale deviendra le nouveau centurion. C'est peut-être le seul moyen efficace. Mais même Kennedy a ceux qui le soutiennent, et grâce à cela, il est difficile de l'approcher. S'il meurt, il pourrait rapidement se venger de Chris. C'est peut-être la solution la plus rapide, mais ce n'est peut-être pas la meilleure. Guillory remarque que Chris n'a pas une expression amusante et sourit en disant qu'il y a un autre moyen. C'est un peu comme s'il testait Chris. La scène change et l'on voit Chris entrer dans sa tente et appeler ses garçons à l'attention et à prendre leur équipement. Ils partent en mission. Après un certain temps, on voit Chris cueillir des fruits sur un arbre, notant qu'ils sont arrivés juste à temps. Les 5 garçons s'attardent autour de l'arbre et Chris dit qu'il est temps d'aller plus loin. Le soleil se couche et, dans l'obscurité, Chris rappelle à son équipe qu'à partir de maintenant, ils seront en territoire ennemi. Faites attention où vous mettez les pieds. Le garçon aux taches de rousseur se demande s'il fait trop sombre et Doki a l'air d'avoir faim. Chris sort le fruit qu'il a ramassé tout à l'heure. Le fruit s'appelle Holder's Sorrow. L'effet d'une surdose est la cécité et il est considéré comme un fruit empoisonné. Mais si on l'entoure d'herbes blanches, les effets sont allégés et l'utilisateur peut avoir une vision nocturne. L'effet dure 24 heures, il faut donc faire vite. L'équipe 6 arrive au camp ennemi et doit déterminer le nombre d'ennemis. Chris demande à Lind ce qu'il voit, car Lind a la meilleure vue du groupe. Lind note qu'il y a 5 soldats ennemis autour du feu. Mais c'est peut-être trop pour le groupe, car s'ils laissent l'un d'entre eux s'échapper, cela pourrait signifier la fin de leur opération. Ils doivent les attirer dans l'obscurité, là où ils ont le dessus. Chris pense qu'il peut utiliser la jeunesse de l'équipe pour se passer de la garde militaire. Les soldats ennemis penseraient-ils qu'ils sont des ennemis? C'est un risque, mais cela vaut la peine d'essayer. Les soldats ennemis discutent autour du feu, entendent du mouvement dans les buissons et préparent leurs lances. Ils demandent à la personne présente de se montrer et un Chris à l'air dépenaillé sort, vêtu d'un débardeur usé et d'un short déchiré. Les soldats baissent leur garde et supposent qu'il s'agit d'un enfant ou d'un esclave en fuite. Le chef d'escouade ennemi fait signe à ses hommes de baisser leurs armes et s'approche de Chris en lui demandant s'il s'est égaré et en lui offrant même de la viande séchée. Chris prend un air timide et commence à s'enfuir. Les soldats s'emparent du. Les soldats débattent et se lancent à la poursuite de Chris. Chris tombe et les soldats le rattrapent. Ceux derniers sont maintenant furieux et crient à Chris en lui demandant s'il a envie de mourir. Avant que l'homme ne puisse finir de gronder Chris, une hache met poliment fin à la conversation en séparant la tête du gars de ses épaules. Désormais dans l'obscurité et sans leurs armes, les 8 soldats de la porte sont impuissants et sont systématiquement éliminés. Les 2 qui restent au camp se demandent ce qui prend tant de temps et un soldat dit qu'il va aller voir ce qui se passe. Mais avant qu'il n'en ait l'occasion, Tego lui plante sa lance dans le cou. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande le soldat. Doki lui enfonce sa hache, le tuant, et il ne reste plus qu'un soldat, Chris le poursuivant dans l'obscurité. Terrifié, l'homme se retourne et tente de se battre, mais il reçoit 2 lances de Lind et du garçon aux taches de rousseur, qui le tue sur le coup. Le garçon aux taches de rousseur vomit, car c'était la première fois qu'il tuait l'homme, et on ne peut pas vraiment le blâmer pour cela. Et c'est probablement la même histoire pour la plupart des membres de l'équipage à part Tego et Doki. Chris observe, mais sait que l'expérience est nécessaire pour construire une équipe d'élite. Le lendemain arrive, et la ligne de ravitaillement de la 8e porte fonctionne comme d'habitude. Chris et les garçons s'habillent en tenue ennemie, et se dirigent vers la porte 8. Une caravane, l'arrêtant. L'homme qui transporte les marchandises pense qu'il ne s'agit que de nouvelles recrues, et que cela arrive souvent, car la guerre fait beaucoup de victimes. De retour sur le lieu du raid nocturne, 8 soldats de la porte enquêtent sur la scène. Ils voient bien qu'il y a eu un combat, et tous les hommes sont occupés à chercher des indices. Le commandant examine le sang figé sur le sol, et l'un de ces hommes attire son attention. Les veines du commandant se gonflent lorsqu'il voit les membres de l'escouade affectés à cet endroit, éliminés dans les buissons. Il maudit les ordures cirquiennes. De retour au camp principal, Kennedy se réveille avec une bouteille vide à ses côtés, alors que la lumière du jour perce sa tente. Il sort et voit de nombreux soldats s'entraîner avec diligence. Pétale salue le centurion et Kennedy remarque qu'ils s'entraînent très tôt le matin. Pétale fait remarquer qu'ils doivent s'améliorer pour survivre, mais avant qu'il ne puisse terminer, il est arrêté par Kennedy qui semble en avoir assez de cette conversation. Pétale lui demande s'il a l'intention de leur interdire de s'entraîner, mais Kennedy ignore son commentaire et mentionne qu'ils sont à court de provisions. La 7e infanterie est pratiquement à bout de souffle, et abandonnée par le duc. Kennedy ne veut pas que Peddle partage son sort et lui demande de rejoindre la 6e infanterie. L'homme refuse rapidement. Kennedy se retourne à la vue d'une calèche qui s'approche. Personne ne s'attend à voir une voiture. Les hommes se retournent pour voir que c'est Chris qui dirige le cheval vers eux. Les chariots portent l'insigne de 8 portes et sont remplis à ras-bord des provisions dont ils ont besoin. La voiture est remplie d'alcool et de viande et Peddle demande à Chris comment il a pu mettre la main dessus. Il répond que ce n'était pas très grave et qu'ils l'ont simplement volé à l'ennemi. Plus tard dans la nuit, nous voyons Chris au milieu de quelques soldats vétérans qui organisent une fête pour célébrer leur héros. Chris est celui qui leur a rempli l'estomac et leur a apporté de l'alcool. Puis l'incendie fait rage.
L'un des soldats au visage marqué d'une cicatrice, nommé Ralph, dit à Chris que cela fait si longtemps qu'il n'a pas mangé un repas copieux. Le decurien qui dirigeait le garde de la tente qui a essayé de frapper Chris dans un chapitre précédent s'approche et s'incline devant lui, s'excusant pour les actions de ses subordonnés et demandant à Chris s'il a une punition à lui donner. Chris répond que ce n'est pas grave et qu'il n'y a rien de plus à faire. Ralph réagit en disant que Chris est un bon gars et tous les hommes se mettent à rire autour du feu. La scène passe à Kennery qui regarde Chris d'un air déprimé. Il se dit que ce gamin n'a que 15 ans, mais qu'il a réussi à tuer des soldats ennemis, et même à voler un chariot de ravitaillement de l'ennemi. Quel comportement imprudent. Mais cela rappelle à Kennery son passé de jeune garçon ambitieux qui s'efforçait d'être le meilleur. Il tient fermement sa tasse, mais soudain, l'attention de tout le camp est tournée vers un homme ivre qui se sert d'une lance comme d'une béquille. L'homme trébuche et les soldats commencent à rire en lui disant qu'il doit juste aller dormir et qu'il est trop ivre. Il titube un peu avant de planter sa lance dans le sol et de crier à plein poumon « Je survivrai !» Tous les soldats se retournent avec un air sérieux, car cette phrase résonne avec tous leurs instincts primaires. Tous veulent survivre. Personne ne veut mourir dans cette bataille, et même Kennery est surpris. Chris se dit que ce soldat a raison. La 7e infanterie n'a pas besoin de mourir. Ils peuvent tous vivre et vivre ensemble. Les soldats se rassemblent autour des hommes, et Pédale se retourne pour voir Kennery battre en retraite. Il se retire dans sa tente, mais il est choqué de voir qu'il a laissé son alcool derrière lui. C'est peut-être le début d'un changement. Le lendemain, Kennery sort de sa tente, vêtu d'une armure complète, et annonce au 7e régiment d'infanterie qu'à partir d'aujourd'hui, il supervisera l'entraînement officiel. Aujourd'hui, c'est le 2e jour d'entraînement et nous voyons Ralph et Chris travailler dur. La course à pied est l'exercice d'échauffement du jour et pendant qu'ils s'entraînent, Chris remarque que Kennery s'intéresse à lui. Ce n'est peut-être pas la meilleure nouvelle, car le fait d'attirer l'attention si tôt peut aller dans les deux sens. Pendant qu'il réfléchit, une conversation s'engage entre Ralph et lui, et Ralph remarque que Chris n'est pas un mauvais coureur. Chris se demande seulement pourquoi ce type ne veut pas le laisser tranquille. Je veux dire que Ralph a l'air plutôt drôle. Nous assistons maintenant à l'entraînement de l'après-midi, au cours duquel Kennery montre qu'il maîtrise la lance. Ce n'était pas une nuit pour rien. Chris s'approche de lui et lui demande poliment s'il peut apprendre à Lynn à tirer à l'arc. Lynn est un peu dur, et il a du mal à tirer la corde de l'arc. Mais grâce à sa vision parfaite, il pourrait faire l'affaire, ce qui était également évident dans la vie passée de Chris. Quelque temps plus tard, au cours de la même séance d'entraînement, nous voyons les soldats participer à un exercice. Ils se bloquent tous les deux et se frappent mutuellement avec des lances. Avant que Chris ne puisse changer de position, il est appelé par Kennery et se rend dans sa tente. En entrant, il voit Guillen qui vient de partir, et Kennery mentionne qu'il s'agissait d'un messager de la 6e infanterie. Chris ne peut que... Le groupe admire les talents d'acteur de Gian, et Kennery lui annonce qu'un entraînement combiné avec la 6e infanterie commencera dans 2 jours. Nous devons leur montrer ce que nous avons, et il demande à Chris s'il a des idées. Chris acquiesce et dit qu'il devrait attaquer les itinéraires de livraison à 8 portes. Kennery pense que son garçon plaisante, mais Chris dit que les provisions qu'il a volées ne dureront que 3 jours, et qu'une vraie bataille est la meilleure expérience pour créer des soldats endurcis. Kennery n'est pas d'accord, car ils vont perdre beaucoup d'hommes en fonçant sur l'ennemi comme ça. Chris dit qu'il n'est pas nécessaire de lancer un assaut frontal et qu'ils se prépareront en conséquence. Une attaque depuis l'ombre minimisera les risques. Kennery demande à Chris combien de fois il a tenté de voler la cargaison, mais il répond qu'il ne l'a fait qu'une fois, mais que même ainsi, l'ennemi aurait dû prendre des précautions. Ils sont sûrs de défendre leurs approvisionnements avec des soldats d'élite, ils auront donc besoin de la couverture de la nuit. Chris détaille le plan en expliquant que les ennemis ne sont pas dupes et qu'ils ne tomberont pas 2 fois dans le même piège. Ils auront d'abord besoin d'une équipe d'assaut pour éliminer les éclaireurs ennemis, puis la force principale entrera en action, et si l'équipe d'assaut. En cas d'échec, la force principale peut se replier vers le camp, ce qui garantit que seuls quelques hommes seront dépensés dans le pire des cas. Kennery réfléchit et pense qu'il devra ajouter Ralph et Pétale à l'équipe d'intervention. Chris est ravi que son commandant voie l'opportunité et le remercie pour sa décision. Ils partiront à midi et rassembleront tous les décuriens, ordonne Kennery. Tous les décuriens sont maintenant conscients de leur rôle. Certains soldats ont exprimé leurs inquiétudes, mais la stratégie n'a jamais été basée sur de simples soldats. En réalité, tout le plan repose sur l'équipe d'intervention composée de 7 hommes, les 5 garçons que nous connaissons, accompagnés de Ralph et de Pétale. Nous voyons maintenant l'équipe d'assaut arriver à la destination prévue. Chris demande à Lynn s'il voit l'ennemi. Lynn compte 4 éclaireurs au total, et Ralph est choqué qu'il puisse voir aussi loin, et je suis d'accord avec lui, c'est vraiment dingue. Ce type est comme un faucon. Chris demande à Lynn quelle route ils vont prendre, et Lynn répond qu'ils se dirigent vers la droite, et que s'ils parviennent à atteindre la prochaine crête, ils pourront peut-être voir le gros des troupes ennemies. Chris est d'accord, et dit à ses hommes qu'ils attaqueront par l'arrière, et qu'ils ne laisseront aucun survivant. Les 2 soldats aperçoivent
Le groupe et Chris lancent une pierre sur la tête de l'un d'entre eux, juste pour les énerver je suppose. Et cela a l'effet escompté, puisque le soldat en colère se précipite pour l'intercepter. Ils tombent dans le piège parce qu'ils sont stupides, poursuivent les deux garçons. Et tout à coup, un Doki agile fait le premier pas. Il tranche l'un des soldats, le tuant sur le coup, et l'ennemi sait maintenant qu'il est dans une embuscade. Un autre soldat lève son épée pour frapper Doki, mais il est abattu. Les autres soldats commencent à paniquer et à se disperser. Ralph transperce l'un d'entre eux et il n'en reste plus qu'un. Chris demande à Lynn de tirer sur le gars, mais le soldat s'en aperçoit rapidement et part dans une autre direction. Mais il est rattrapé par Pédale et poignardé au niveau de l'estomac. Le garçon aux taches de rousseur observe la scène, mais ne peut qu'admirer l'habileté du Dokirien. Le groupe interroge le soldat survivant et Chris comprend comment l'ennemi a ajusté ses troupes pour protéger les lignes de ravitaillement. L'équipe d'assaut a atteint son premier objectif, mais Chris dit à l'équipe qu'elle a encore du travail à faire. Il ordonne à un garçon aux taches de rousseur d'informer les forces principales que le moment est venu. Ils doivent terminer ce qu'ils ont commencé. Nous voyons maintenant au camp des 8 portes que les chariots de ravitaillement sont arrivés. On voit Chris, à nouveau habillé en ennemi, parler au commandant des 8 portes. Le commandant lui demande s'il y a eu des urgences pendant qu'il était en service, et Chris lui répond qu'il ne s'est rien passé. Chris explique alors qu'un nouvel ordre l'oblige à vérifier les fournitures. Le commandant se demande qui a donné l'ordre et se mord la lèvre. Mais il ordonne à ses hommes de montrer à Chris tout ce dont il a besoin. L'homme montre à Chris où se trouve tout ce qui est important. Et Chris se tourne vers Lynn et lui demande s'il a vérifié la chose dont il a parlé plus tôt. Ce à quoi Lynn répond qu'il l'a fait. L'audit se termine et Chris remarque l'homme en charge du camp de ravitaillement. Chris se tourne vers Lee, mais l'homme qui le lui remet s'enquiert de l'origine de Chris. C'est assez étrange puisqu'ils ont été stationnés au même endroit, mais il ne l'a jamais vu auparavant. N'est-ce pas un peu suspect? Ce type a dû perdre la tête à cause de la curiosité de George, je veux dire. Regarde comment Deco le regarde, mec. C'est peut-être le soldat le plus intelligent de toute leur armée, honnêtement. C'est dommage qu'il n'ait pas pu montrer ses compétences. Je suis triste. Chris ordonne au garçon de se mettre en position et d'attendre le signal. Chris se cache derrière une tente, couteau en main, et commence à regarder autour de lui. L'assaut est lancé, et le soldat lance son couteau en direction du commandant ennemi. Au lieu d'atteindre la cible visée, un autre soldat s'interpose et lui mange le couteau dans le cou, sauvant ainsi la vie de son commandant. Le commandant est choqué par la tentative d'assassinat et crie qu'ils sont attaqués. Chris est déçu de ne pas avoir pu le tuer tout de suite, mais son habileté au lancer augmente. Il commence à se repositionner et il semble que Chris comprenne un peu mieux l'interface puisqu'il dit dismiss et que l'invite de la fenêtre disparaît. Il ouvre la tente menant à l'entrepôt de pétrole et voit un autre soldat à l'intérieur. Ce dernier n'arrive pas à faire le rapprochement et demande à Chris ce qu'il fait. Chris se perd un peu en conjecture, mais l'homme lui dit qu'ils sont attaqués et qu'il doit prendre son arme. Nous voyons alors que le commandant cherche frénétiquement l'assassin, et apparemment le gars vient de laisser Chris à l'intérieur de la tente, car nous voyons alors une énorme explosion. C'est le signal auquel Chris faisait référence et juste à temps, Kennery mène les forces principales à l'attaque. Le camp est maintenant dans la confusion et le commandant ne sait pas quoi faire. Il essaie de donner des ordres, mais voilà qu'une attaque vient de l'arrière. Chris et le SEAL Team 6 s'engagent, et Digo commence le combat en donnant à un homme une petite coupe de cheveux, et maintenant les soldats sont complètement désorganisés et effrayés. L'attaque combinée a décimé les chevaux et leur morale. Et maintenant, voici une photo sympa de tous nos personnages préférés qui améliorent leur ratio de morts et de blessés. Le commandant se tient à découvert, l'espoir perdu, et se demande comment cela a pu arriver. Les tirs combinés à une attaque frontale ne lui laissent aucun espoir de victoire. L'un de ses hommes prépare un cheval et tente de le ramener à la raison. Alors que le commandant monte à cheval, Chris le cherche car il s'agit de la dernière pièce à éliminer. D'un jet précis, il plante son couteau dans le dos du général en fuite, mais cela ne suffit pas à le tuer. Mais ensuite, venant de nulle part, une flèche est logée dans l'arrière de sa tête. La précision de l'un est mortelle. La nuit arrive et la 7e infanterie célèbre sa victoire. Tous les soldats vont boire à leur faim ce soir. Le lendemain, Chris se réveille et commence sa séance de cardio matinale. Il termine sa séance d'entraînement, mais n'arrive pas à comprendre que, malgré tout l'entraînement qu'il a fait, il n'a toujours pas reçu d'invite du système. Il pense qu'il progresse trop vite. Pendant la guerre et maintenant qu'il a les 2 bras, tout est différent pour lui, pour Lynn et même pour le 7e régiment d'infanterie. Ralph ordonne aux troupes de continuer à courir et discute avec Chris. Ce soir, ils auront un entraînement commun avec la 6e infanterie et Guillan remarque à quel point le groupe a changé, même sans avoir tué Kennery. Le groupe sans vie et désolé s'est transformé en un groupe de soldats italiens motivés. Chris dit qu'ils ont toujours eu besoin de Kennery et que s'il peut choisir son propre titre, il veut être un chevalier comme lui. Chris se demande pourquoi Guillen continue à jouer la comédie et à être très prudent. Pourquoi se fait-il passer pour un simple soldat ? La réponse est évidente. Un fils bâtard n'a pas le droit d'être commandant. C'est pourquoi il évite son père et son frère et cherche secrètement des gens talentueux pour asseoir son pouvoir. Chris a une révélation et se demande s'il peut utiliser l'expérience de Guillaume au combat pour progresser dans le système.
Chris demande à s'entraîner, mais il est nerveux à propos de ses propres compétences. Chris, lance en main, demande à Guyan pourquoi il n'a pas sorti son épée. Guyan sourit à l'arrogant gamin et lui dit que la bataille a déjà commencé. Jian émet une aura meurtrière qui étourdit Chris et le renverse au sol. Chris reçoit alors plusieurs messages indiquant qu'il a gagné de l'XP et Jian charge le garçon à main nue. Chris se demande ce que peut bien être cette aura et si elle était intentionnelle. Nous apprenons alors que l'aura est l'objectif final de chaque guerrier. C'est la dernière étape pour eux de se débarrasser de leur humanité et Chris est impressionné par l'aura que dégage Jian. Jian demande à Chris s'il a peur et bien sûr il a peur, mais c'est le seul moyen pour lui de devenir plus fort et c'est une occasion rare. Il va devoir se donner à fond. Il reçoit de nombreux messages lui indiquant que son niveau est encore trop bas et plus Jian se rapproche, plus la pression qu'il ressent est forte. Chris est bloqué dans son hallucination et Jian dégaine son épée. En quelques coups bien placés, Chris perd ses deux bras et, lors d'une nouvelle attaque, il est terrassé. Jian réveille le garçon de son hallucination d'une pichenette sur le front et le ramène à la réalité. Chris respire difficilement et se demande ce qui vient de se passer. S'agissait-il vraiment d'une hallucination? Qu'a-t-il fait? Jian répond vaguement qu'il est encore trop tôt pour Chris de manier une lance avec des genoux aussi tremblants. Yan dit qu'il peut peut-être devenir un soldat de second rang, mais qu'il est hors de question qu'il devienne chevalier. Un autre message apparaît, indiquant que l'expérience atteint sa limite. Chris est heureux des progrès accomplis, mais il est encore bouleversé par ce qui vient de se passer. À quel point cet homme est-il capable de battre Chris avec sa seule aura? Chris s'approche de Pétale, encore tremblant, et le supplie de ne pas participer à l'entraînement commun d'aujourd'hui. Chris se transforme alors en chenille, et Pumpkin lui lèche la joue. Je veux dire qu'il va avoir besoin de quelque chose comme ça après aujourd'hui. C'était assez dur. Il se demande s'ils ne vont pas reporter l'entraînement à cause de la pluie. Le lendemain, la pluie continue. Deux gardes se plaignent du temps qu'il fait. Et deux mains apparaissent de nulle part derrière les gardes. L'image suivante montre les gardes inconscients sur le sol, et un assassin de 8 Gates sort une mystérieuse fiole contenant le virus appelé White Demon, et la met dans la bouche des soldats inconscients. Chris fait boire Pumpkin dans le bol et s'excuse auprès du bébé loup de ne pas avoir passé autant de temps qu'il le souhaitait avec lui. Lind et Doki entrent dans la tente et enlèvent leur cagoule. Lind informe Chris que quelqu'un a attaqué les gardes. Les gardes ont été assommés, mais ne sont pas blessés. Chris a maintenant un regard inquiet et sort immédiatement de la tente en courant. Cela semble être un événement qu'il se rappelle de sa dernière vie. Il sort de la tente en courant et semble se souvenir de cet événement de sa vie passée. Bien que cela n'ait pas affecté son escouade, ce qu'ils ont fait à ses gardes aura un impact massif sur l'infanterie, à moins que Chris ne puisse faire quelque chose. Il entre dans la tente de Pétale et lui demande si c'est lui qui a affecté les navires de la patrouille Porteur. Pétale répond que c'est lui et qu'en ce moment même, il travaille sur le programme de la semaine prochaine. Chris demande à quelle escouade appartiennent les gardes qui ont été attaqués et Pétale lui répond qu'il s'agit du Decurion Ralph. Pétale dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ce qui met Chris dans une situation délicate, car il ne peut pas révéler ouvertement qu'il est au courant de la malédiction, car Pétale aurait des soupçons. Il examine l'un des soldats blessés et soulève sa paupière pour voir de nombreuses marques noires dans le blanc de l'œil. Il doit s'agir de la première phase du virus et personne ne se doute de rien. Chris demande toutefois à Ralph de le prévenir si quelque chose change. Le virus qui inquiète Chris s'appelle le démon blanc. Elle pénètre dans le corps d'une personne et la recouvre de glace jusqu'à ce qu'elle meure de froid. C'est pourquoi les gens parlent de malédiction plutôt que de maladie. Pendant la crise de la vie antérieure de Chris, plus d'une centaine de médecins sont morts en essayant de la traiter. Le premier scientifique à avoir utilisé cette maladie au combat est Anshan Rezones. Il se peut que je prononce mal ce mot, je m'en excuse. Et Chris maudit cet homme, en soulignant que cette maladie est extrêmement contagieuse et mortelle. Avec le temps, les médecins ont compris que le démon blanc était en fait une maladie, et ils ont donc trouvé un remède. L'ingrédient principal de ce remède est l'herbe aux demoiselles de la boue, que Chris a récoltée dans un marais. Il faut d'abord faire bouillir de l'eau, puis tout le liquide doit s'évaporer. La dernière étape consiste à ajouter du pulvis extrait d'une vieille herbe bleue. Le remède est prêt. Ralph fait irruption dans la tente, et son gardien est dans un état critique. Seuses dents sont en train de noircir. C'est le stade moyen de la maladie. L'homme a du mal à avaler le médicament, mais Chris le force à le faire. Il ne reste plus qu'à attendre. L'homme infecté a dit qu'il avait entendu. Ralph n'a jamais entendu parler de ces symptômes, et il est certain qu'il s'agit du démon blanc. L'un des soldats l'informe qu'il s'agit d'une malédiction de la région des montagnes enneigées, qui conduit inévitablement à la mort, et que même la population d'une petite ville a été décimée à cause de cette malédiction. Digo dit qu'il faut brûler les corps des soldats pour arrêter la propagation, mais Ralph l'attrape et lui dit qu'il ne brûlera pas ses propres hommes vivants. Le groupe est maintenant dans un état très particulier, et les hommes de Ralph et de Chris commencent à envenimer la situation. Il semble qu'un combat soit sur le point d'avoir lieu. Chris inspecte le soldat et remarque que le dosseret de son œil a déjà disparu des médicaments.
Digo commence à crier à Chris en lui disant de s'éloigner de cet homme. Lynn dit nerveusement à Chris qu'il devrait peut-être l'écouter avant qu'un autre soldat n'arrive avec les mêmes symptômes. Chris ordonne à ses hommes de faire sortir Digo d'ici avant qu'ils ne mettent le feu à la tente. Digo se libère des garçons et pointe sa lance vers Chris. S'il ne bouge pas maintenant, il va attaquer. Ralph, furieux contre le jeune Digo, est retenu par ses propres hommes. Chris dit à Digo qu'il n'interviendra pas et qu'il doit poser la lance. Lorsque Digo relâche sa garde, Chris lui arrache la lance des mains et ordonne à tout le monde de l'attraper. Digo est maintenant furieux. Le commandant Kennery entre alors dans la pièce et demande à Ralph d'expliquer la situation. Kennery comprend qu'il doit brûler les hommes pour sauver le reste de ses soldats et ordonne calmement à Chris de s'écarter. Chris finit par lâcher que ce n'est qu'une maladie. Ce n'est pas une malédiction, il existe un remède. Faites-moi confiance. Kennery pense que Chris a perdu la tête et Digo lui crie de ne pas l'écouter. Digo se met à pleurer lorsque ses paroles atteignent l'équipage. Il faut les brûler maintenant ou ils vont tous mourir. Je le sais mieux que quiconque. Digo nous raconte l'histoire de ce pauvre enfant, et nous apprenons qu'il venait de la ville qui a été anéantie par cette malédiction. Chris est choqué que l'un des membres de son équipe soit un survivant de Treziti. Est-ce pour cela qu'il a agi de la sorte? Digo poursuit en disant qu'une fois lancée, la malédiction a un effet domino, et qu'il est impossible de l'arrêter. Chris répète à Kennery qu'il sait comment traiter cette maladie, tandis que Digo se met à crier. J'ai perdu toute ma famille, vous ne savez rien du tout. Alors que l'homme pleure sur le sol, Ralph donne à Digo un coup de karaté à l'ancienne dans le cou et l'endort. Kennery répète à Chris qu'il doit rester en retrait et que ceux sont ses ordres. Il semble que Kennery prenne le parti de Digo et que la situation dégénère. Chris doit changer la situation. S'ils commencent à brûler les gens vivants, cela affectera profondément le moral des soldats, et ce sera la fin de la 7e infanterie. Chris tire sur sa chemise et lui dit doucement « Tu ne veux pas redevenir chevalier ?» Kennery est choqué par ces mots et se tourne vers Chris. Chris dit que ce ne sera pas facile, surtout pour ceux qui sont proches de la femme du baron, mais Chris connaît un moyen pour que même le baron jaloux le reconnaisse et l'aide. « Fais-moi confiance, dit Chris. » Digo se réveille et se lève d'un bond, et le garçon aux taches de rousseur lui demande s'il s'est calmé. Il quitte immédiatement la tente en criant après Chris et sort pour découvrir un spectacle choquant. Ralph étreint les 2 soldats infectés et pleure en leur disant qu'il est si heureux qu'ils aillent enfin bien. Il étreint ces hommes si fort qu'il commence à leur faire mal. Digo est stupéfait de voir qu'il existe un traitement pour cette horrible malédiction. Deagle ne comprend pas ce qu'il voit, mais une main amicale se pose sur son épaule. Chris le lui a dit, n'est-ce pas? Il sait comment guérir le démon blanc. Chris retourne voir Kennery et l'informe que les soldats sont maintenant en bonne santé. Kennery est soulagé, mais il continue à dire qu'il devrait mettre en place un hôpital temporaire et envoyer d'autres soldats infectés d'autres unités à la 7e infanterie. Les jours suivants, Chris travaille sans relâche pour soigner les soldats infectés. Alors que Chris sort de la tente, l'un des hommes l'attrape par la main, l'appelant à tue-tête son sauveur. Tous les soldats se mettent à scander « Saluons le sauveur Chris, nous avons vaincu la malédiction !» Ils chantent à l'unisson. Chris est un peu timide et pense qu'ils en font un peu trop, mais tout, ce que Kennery peut faire, c'est regarder le garçon et se demander qui est vraiment ce gamin. Chris n'est qu'un soldat épuisé, mais Kennery lui demande de lui parler franchement. Chris commence à expliquer la situation. C'était la première attaque des 8 portes. Ils veulent profiter de la confusion pour les attaquer, alors ils vont devoir se préparer immédiatement. C'est ce que va faire Kennery, et Chris prend ses hommes et part poser des pièges. Enfin, nous savons que le garçon à la tache de rousseur s'appelle Trott, je vais donc l'appeler ainsi à partir de maintenant. Chris ordonne à Trott d'aller chercher des bûches sèches, mais comme il a plu ces 2 derniers jours, il sera presque impossible d'en trouver. Ils ont désespérément besoin de bois de chauffage pour le plan de Chris. Cependant, Chris a une révélation et demande à Digo où se trouvent les chariots d'approvisionnement qu'ils ont volés plus tôt, et on lui répond qu'ils sont toujours à l'intérieur de la tente. Chris ordonne à Digo d'aller à l'intérieur et de détruire les chariots. Chris apporte les chariots à l'extérieur, encore remplis de viande, et commence à les brûler. Trott remarque que c'est un énorme gâchis de viande et je ne peux pas blâmer le gars affamé, mais cela fait partie du plan élaboré de Chris. Les troupes de la 8e porte penseront, à cause de l'odeur de la chair brûlée, que la 7e infanterie souffre beaucoup de la maladie. Chris pense qu'ils ne voudront certainement pas manquer cette occasion, et juste à temps, nous voyons de nombreux soldats blindés de la porte 8 chargés sur la 7e infanterie. Les soldats sont aveuglés par leurs ordres et commencent immédiatement à tomber dans des pièges. L'un des hommes ennemis déclenche un piège qui engloutit des dizaines de soldats à la fois. Chris profite de l'occasion. L'occasion est belle de sortir de l'ombre et d'ordonner à tous ses archers de tirer sur l'ennemi. Ils sont alors bloqués et désorientés, et toutes les flèches commencent à tomber sur leur position. Les soldats de la 8e porte tentent de faire signe de battre en retraite, mais ils sont bloqués et encerclés. Bien que le combat ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices, les soldats de la 8e porte ne se laisseront pas abattre sans combattre.
Ils attendent désespérément des renforts. L'un des soldats est sur le point d'enfoncer sa lance dans un épéiste de la 7e infanterie, mais il est poignardé dans le dos. L'homme demande si le soldat effrayé va bien et s'il doit retourner au combat. Mais peu de temps après, le commandant est abattu devant le soldat effrayé, ce qui le plonge encore plus dans le désespoir, pensant que c'est à cause de lui que cet homme est mort. Chris crie à l'homme pour le faire sortir de ses gonds. C'est un champ de bataille. Qu'est-ce que tu es, un bébé? Tu dois survivre à cette bataille. Tu veux voir ta famille, n'est-ce pas? Le soldat pense à sa femme et à son enfant, se dérobe et repart au combat. L'ennemi se bat plus qu'il ne l'avait prévu. Combien de temps cela va-t-il durer jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'aide de la 5e infanterie? Ils n'ont pas besoin de gagner, mais de faire reculer l'ennemi pour minimiser leurs propres pertes. Chris sait qu'il doit faire un geste décisif. Il prépare ses dagues et les lance avec une précision incroyable dans le cou du commandant des 8 portes. La chaîne de commandement de l'ennemi est maintenant en ruine, et son moral devrait être anéanti dans ce chaos. Chris voit une tête passer à côté de lui et se retourne pour voir Kennery, qui se comporte en véritable chef et abat les ennemis un par un. Kennery s'excuse d'être en retard, mais il a un mauvais pressentiment à propos de cette bataille. Pourquoi les hommes des 8 portes se défendent-ils si férocement? Une explosion se fait entendre derrière Kennery, qui est occupé pour l'instant par 2 épéistes ennemis, mais il ne peut s'empêcher d'entendre les cris de ses propres hommes. Un homme fou, semblable à un berserker, ravage la 7e infanterie. Ce mastodonte a coupé un homme en deux et le dernier soldat devant lui est figé de peur. Kennery hurle à l'homme de s'éloigner de lui, mais doit repousser 2 de ses propres soldats. Il finit par comprendre. Ils attendent les renforts, et ce n'est pas bon. Kennery est le seul à pouvoir s'occuper de cet homme, mais il est bloqué par les épéistes des 8 portes. Les cris s'arrêtent, et Kennery pense que quelqu'un affronte ce monstre. Mais qui? De qui s'agit-il? Bien sûr, c'est notre garçon, Chris. Il brandit une de ses lances de fortune devant le monstre qu'est l'homme. Ce dernier le regarde d'un air absent, et cette sensation lui rappelle son duel avec Gillian. L'homme reconnaît le grade de Chris à ses épaulettes et se dit impressionné de voir un Dékirien si jeune. Chris se sent prêt pour l'attaque imminente, et en un instant, l'homme apparaît devant Chris. Il lui demande de lui montrer ce qu'il sait faire. Chris bloque de justesse le coup, et l'homme continue de parler. « Un Dékirien, hein? Combien de temps vas-tu tenir ?» Lynn tire son arc pour tenter d'aider Chris, mais l'homme ne tarde pas à tourner son attention vers lui. Avant qu'il ne puisse toucher Lynn, Digo émerge du feu et donne un violent coup d'épaule qui fait reculer le monstre. Chris ordonne à Digo de laisser tomber sa lance et de n'utiliser que son bouclier. Digo défendra et Chris attaquera. Les 2 hommes se tiennent devant le monstre, entourés d'un cercle de feu dans cette scène inquiétante. Ce panneau est vraiment malsain. Chris dit à Digo que cet homme est du niveau d'un chevalier. L'homme est agacé par ces 2 garçons qui pensent pouvoir l'affronter. « Je vais vous mettre en pièces !» hurle l'homme en fonçant sur les garçons, mais sa jambe s'enflamme. On dirait que ce type a déjà été blessé, mais il continue d'attaquer en reculant son épée. Digo subit le plus gros de l'attaque et lève son bouclier. Mais les attaques sont lourdes, et Chris crie à Digo de tenir bon. L'homme pense que Chris est ennuyeux à force de jacasser et décide de le tuer en premier. Il lève son épée, prêt à l'abattre sur notre protagoniste, mais Digo, imperturbable, bloque son attaque. Chris profite de l'occasion pour lancer sa propre offensive et poignarde l'homme, mais il est bloqué de justesse. L'homme pense que les talents de lanceur de Chris n'ont rien de spécial, et que, comme il est gaucher, il devrait être capable d'anticiper son attaque. Le berserker se retourne vers Digo, et le frappe d'une attaque lourde qui envoie une onde de choc à travers le corps du garçon. « Tu oses te mettre en travers du chemin du chevalier loup ?» dit-il, furieux. Digo atteint ses limites, et avec ce dernier coup, son bouclier est brisé. L'homme est heureux de voir le bouclier de Digo se briser, mais Chris voit une ouverture. Tout cela faisait partie de son plan. L'homme ne savait pas que Chris était droitier, et il lance puissamment sa lance vers l'homme, le coupant au niveau du visage et du nez. L'homme est décontenancé. Il revient sur ce changement soudain de cible et envoie un coup vers Chris, qui lui brise brutalement le bras gauche. C'est dégoûtant. Regardez ce que vous avez fait à notre garçon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'homme en a assez et envoie un coup pour achever Chris sans défense. Non, crie l'aigle. Chris a soudain une lueur verte autour de son bras précédemment cassé. Son artefact s'active, mais Chris n'a pas le temps de réfléchir qu'il remarque que son bras est maintenant complètement guéri. Il se sent aussi léger que jamais, et dès que l'homme lui envoie un coup de coude, il le bloque sans effort. L'homme pense que son genou gauche blessé ne lui permettra pas d'aller jusqu'au bout. Mais dans ce moment d'hésitation, Chris lui plante un couteau dans le cou avec un regard froid. Digo reste sans voix et Kennery achève les soldats qui le ligotaient. Mais tout ce qu'il entend, ce sont ces soldats qui crient qu'ils ont gagné. Chris essuie la sueur de son front et Kennery se demande comment le gamin a pu réussir cet exploit. La 5e infanterie arrive enfin et parle de timing, mais cela signale la fin de la bataille, et la 7e infanterie est victorieuse. Devant le commandant du 5e, Madry, qui ordonne à Kennery de retourner au département principal. Il demande si c'est Kennery qui a tué le chevalier loup. Kennery secoue la tête en signe de désapprobation et dit à Madry que c'est l'un de ses jeunes Dékiriens. Madry est choqué qu'un si jeune garçon ait réussi à vaincre un soldat ennemi du niveau d'un chevalier.
Madry s'assure que Kennery ne fait pas que des bêtises, mais Kennery le rassure d'un regard sérieux et lui dit que ce qu'il a dit est vrai. Lind tend un objet à Chris en lui disant que Pétale lui a demandé de le lui apporter. Ce sont les épaulettes de Chris qu'il a réparées. Cela rend notre garçon très heureux. Chris réfléchit à sa vie passée. Il était faible et infirme et se tenait toujours près de ceux qui avaient du talent pour se protéger. Avec un regard déterminé, Chris jure qu'il ne veut pas rester en retrait pendant que d'autres s'approprient la gloire. Il veut atteindre le sommet avec ses amis. N'oublions pas non plus Pumpkin. La scène change. Chris sort de la calèche et Kennery lui fait signe de s'approcher. Chris demande où ils se rendent et Kennery lui dit qu'ils vont chez le 3e Oda, les 3 Oda ou des hauts fonctionnaires de l'armée. Chris se souvient que le 3e Oda devrait être le fils aîné du baron Van Ludwig, Vehan Ludwig. Les deux hommes s'approchent de Vehan, et celui-ci est agréablement surpris qu'un garçon ait réussi à tuer le chevalier loup. Il commence à annoncer qu'il reconnaît la 7e infanterie et que Kennery est promu commandant de bataillon, officieusement bien sûr. Vehan appelle Chris et apprécie sa contribution à la lutte contre le démon blanc et à la chute de l'un des 8 chefs de porte. Pour cela, il sera officieusement promu centurion. Le centurion est un commandant qui dirige une centaine d'hommes, et c'est en fait l'ancien poste de Kennery. Vehan propose à Chris de lui mettre ses nouvelles épaulettes. C'est un honneur. L'homme les ajuste soigneusement et tapote Chris. Vehan regarde attentivement Chris, admirant son jeune look, et lui demande s'il a besoin d'autre chose. Chris se souvient soudain d'une chose à propos de l'homme, sa préférence sexuelle. Ce qui signifie que nous pouvons supposer qu'il veut faire des choses coquines à leur garçon. C'est dégoûtant, oh mon Dieu. Chris s'agenouille et dit à l'homme que pendant l'attaque, il a trouvé des informations utiles. 8 portes abritent des soldats. Il poursuit en disant qu'ils ont une unité d'élite de soldats qui ont été entraînés pendant de nombreuses années et qui se comptent par dizaines de milliers. Vehan est un peu lent à la détente et Chris continue. Comme l'ennemi dispose d'une unité d'élite secrète qui préfère la guérilla, son objectif serait de détruire le cœur de ses forces. Vehan se moque de Chris et lui demande s'il veut dire que l'ennemi le prend pour cible. Vehan répond que leur cavalerie est la meilleure du continent et que, quelle que soit la force de l'ennemi, il sera traité en conséquence. Chris poursuit sa logique en disant qu'il sera très difficile pour les cavaliers d'aider dans des situations chaotiques et qu'ils devraient chercher à empêcher l'attaque. Vehan prend cela de manière irrespectueuse et demande à Chris s'il essaie de lui faire la leçon. Chris s'excuse rapidement et l'homme sournois accepte. Il s'agit là d'un comportement typique d'un commandant en mission, mais Chris sait qu'il doit lui faire de la lèche pour l'instant et lui dit que dans 2 jours, il mettra fin à cette situation. Il mettra fin à cette situation. Laissez-moi essayer et si j'échoue, n'hésitez pas à me donner une leçon comme vous l'entendez. Vehan accepte et dit qu'il lui donnera personnellement une leçon plus tard s'il échoue. Oh, j'espère que nous parlons de tactique militaire ici les gars. Chris commence par demander au 3e Oda ce qu'il pense d'une attaque surprise sur la route de ravitaillement des 8 portes. Pour parler franchement, l'ennemi veut terminer la guerre avant l'hiver. Si quelque chose arrive à ces voies de ravitaillement, il mobilisera les unités de guérilla pour mettre fin à la bataille. Ils peuvent utiliser ceux des espoirs contre eux et disposer d'une escouade d'élite pour détruire les guérilleros adverses. Si cela fonctionne, le moral de l'ennemi sera réduit à néant, ce qui garantira leur victoire. 2 jours plus tard, Kennery et Pétale surplombent la route de ravitaillement des 8 portes. Ils sont là comme Chris l'avait annoncé. Kennery ordonne à ses troupes de charger, de découper les soldats mal préparés des 8 portes, de mettre le feu au ravitaillement et de battre rapidement en retraite. L'ennemi ne comprend pas pourquoi ils courent, mais il comprend immédiatement que leur objectif était leurs provisions et leurs chevaux qui sont maintenant en flammes. Chris s'entraîne seul dans la forêt et constate qu'il est devenu très habile de sa main gauche et qu'il devrait analyser plus en détail l'artefact qu'il a sauvé lors de son dernier combat. Ce sont les messages d'expérience qui déconcertent le plus Chris. Lors de son dernier combat, le système lui a dit que sa jauge d'expérience a été réinitialisée et, par conséquent, l'expérience de son corps change. Il a donc progressé en niveau. Qu'est-ce que c'est ? Chris a constaté une augmentation considérable de sa vitesse de réaction et de ses mouvements physiques, comme s'il était une autre personne. Il semble que Chris obtienne des compétences uniques lorsque l'expérience atteint ses limites. Si c'est vrai, Chris pourra-t-il aussi utiliser l'aura ? Nous voyons un flashback du Chris armé assis à côté d'un autre homme qui lui dit qu'il va lui montrer le maniement de l'épée. L'homme lui dit de regarder et c'est difficile à décrire. Par exemple, l'homme lance une bûche en l'air et fait tourner son épée plus vite que l'œil ne peut le voir, créant ainsi une sorte de vortex. La bûche rencontre ses yeux et il la tranche dans plusieurs directions. La bûche garde momentanément sa forme, mais s'effrite en 6 morceaux précis. Selon cet homme, le talent est la capacité de voir quelque chose et de le reproduire instantanément. Pouvez-vous faire la même chose avec un homme armé ? En termes simples, le talent, c'est la maîtrise. De retour dans le présent, Chris ramasse une bûche similaire et la lance en l'air. Il a enfin acquis du talent. Il fait tourner sa lance en créant un tourbillon similaire lorsqu'il transperce la bille. Il sourit et pense que les choses qu'il ne pouvait pas faire avant sont maintenant des choses qu'il peut faire, et il a l'air excité. Linda entre en scène et demande à Chris ce qu'il est en train de faire.
Le temps passe et nous voyons plusieurs escadrons alignés dans un grand camp. L'homme demande à Chris, le jeune centurion, s'il a déjà rassemblé son équipe. Chris répond qu'il l'a fait avec une aide extérieure, ce qui surprend l'autre officier et met l'homme un peu en colère. Linda demande à Chris de qui il parle, mais il répond vaguement que c'est quelqu'un qui a un père riche. Dans un flashback, Chris parle à Gann et lui demande s'il peut l'aider à créer son équipe d'élite. Gann se moque de Chris en disant qu'il a toujours demandé l'impossible, mais Chris prend un air sérieux et lui demande s'il n'y a vraiment aucun moyen. Gann répond qu'il y a bien sûr un moyen, mais que voulez-vous que je le fasse gratuitement? Chris se demande ce que cet homme peut bien vouloir, mais Gann le regarde et lui répond de lui rendre visite une fois la bataille terminée. Chris se demande s'ils auront un endroit où retourner, mais Gann le rassure en lui disant qu'un tel endroit sera bientôt créé. De retour dans le présent, Chris poursuit son voyage. Les garçons se sont entraînés et maintenant ils vont se concentrer sur les attaques de groupe. Lynn commence le combat et frappe les ennemis à distance, tandis que Doggy ferme la marche et frappe avec ses haches. Digo et Chris attaquent ensuite par derrière. C'est une stratégie simple mais efficace qui permet à nos 4 garçons d'attaquer comme un seul homme. Digo demande si cette stratégie fonctionne vraiment à 4 puisque Trob est à l'hôpital à cause de ses blessures. La seule préoccupation de Chris est que ces soldats ne suivront pas un garçon de 15 ans qui a été promu officieusement. Sa priorité est de leur montrer ce qu'il sait faire. Les 8 soldats de la porte sont passés à l'action et chaque homme est appelé à son poste. Chris pense que Kennery a dû réussir l'attaque surprise. Les 2 bataillons s'affrontent et les 2 commandants se regardent dans les yeux. Digo a l'air un peu nerveux pour sa première bataille à grande échelle, et il regarde l'ennemi et suppose qu'ils ont environ 3000 soldats, et l'un des soldats remarque même que l'ennemi utilise des hommes blessés sur leur ligne de front. Nous voyons des soldats Zerg qui se chamaillent et d'autres qui prient Dieu. La 7e infanterie ne compte qu'une centaine d'hommes, mais elle a enfin une chance. Le rôle de Chris est plus important sur un champ de bataille redoutable. L'objectif n'a pas changé pour Chris, où qu'il se trouve. Il se battra et il gagnera. L'un des commandants, dans un long cri, appelle son armée à charger et nous voyons les 2 camps s'engager dans une mêlée épouvantable. Chris et les garçons prennent l'arrière et se mettent en formation, et nous voyons les cavaliers commencer à décimer l'infanterie de Eight Gates, alors que l'un des soldats commence à se réjouir de ce spectacle. Il est abattu, et c'est probablement la mort la plus drôle que j'ai vue jusqu'à présent. Même ses amis lui sourient encore. L'infanterie des 8 portes ne se laisse pas abattre si facilement et continue le combat. Un commandant avec une cicatrice en forme de X sur le front mène la charge pour les troupes de Eight Gates afin de remonter le moral de ses hommes et de les inciter à le suivre. Il s'agit de la bande de guerrieros qui a pour objectif de perturber la chaîne de commandement de la force Zerk. Chris voit sa cible et déplace sa propre escouade pour l'intercepter. L'escouade d'élite ennemie se débarrasse rapidement des fantassins Zerk et le commandant Zerk fait signe à sa propre escouade, dirigée par Chris, de l'intercepter. Le commandant des Zerk fait signe à sa propre escouade, dirigée par Chris, de se mettre en route. L'homme à la cicatrice en rit, pensant que les soldats zerkiens ne peuvent rivaliser avec ses propres guerriers Faltus. Les soldats de Faltus, qui ne comptent qu'une cinquantaine d'hommes, se frayent un chemin parmi les fantassins de Zerk. Chris s'approche de leur position et engage le combat à l'arrière. Le commandant de Faltus est maintenant dans une situation difficile, car leur arrière est fortement attaqué, mais il conseille de continuer à avancer. Doki tranche le cou de l'un d'entre eux, et Chris, Lind et Digo s'occupent de leurs ennemis respectés. L'arrogant général pense que ces hommes auraient déjà dû se débarrasser de ces pathétiques Zerk, mais il se retourne pour voir un spectacle horrible. Il ne reste plus qu'une poignée de ces hommes. Chris retire sa lance de l'un des cadavres au visage ensanglanté et croise le regard de l'homme, avant qu'il ne puisse se battre. Son subordonné lance l'appel à la retraite et il est sous le choc de la situation. Comment ces puissants soldats ont-ils pu être éliminés par un groupe d'enfants? Le vent de la bataille tourne en faveur des Zerk et les hommes remarquent que l'ennemi relâche l'attaque et commence à battre en retraite, signe de leur victoire. Chris en profite pour remonter le moral de la troupe et se présente en criant « Chris, celui qui a vaincu le démon blanc, le tueur du chevalier loup et le chef de l'escouade qui a massacré les soldats irréprochables. Debout !» Mes camarades, nous avons atteint notre but. Camarades, nous avons atteint notre but. Qui sera victorieux dans la bataille? Qui se battra aux côtés de son sauveur, Chris? Tous les hommes crient et lèvent leurs armes en l'air. Et tandis que la bataille se poursuit, Chris évite un coup de lance en l'esquivant. Il pense maintenant pouvoir prédire les mouvements des ennemis et son temps de réaction s'est amélioré. Il peut voir tous leurs mouvements. Il poignarde un soldat en pleine poitrine, mais un autre coup de couteau manque de lui couper les cheveux, ce qui l'oblige à laisser sa lance dans le corps du soldat. Il sort rapidement un couteau et le lance à toute vitesse entre les 2 yeux du 2e soldat. Un 3e soldat s'abat sur Chris, désormais sans défense, mais un autre soldat Zerk enlève le bras du soldat ennemi et l'abat. Il s'agit de Markson, du 5e régiment d'infanterie, qui annonce à Chris qu'il l'accompagnera à partir de maintenant. Nous entendons maintenant des cris de toutes les escouades environnantes, indiquant à Chris qu'il n'est pas seul. C'est une scène incroyable. J'en ai la chair de poule. Chris ordonne à ses hommes de charger avec lui et reprend son assaut. Chris note que le moral de ses soldats est au beau fixe et que c'est l'occasion rêvée d'écraser l'armée des 8 portes. Il crie à ses soldats que la victoire est acquise et qu'il faut continuer à avancer. Regarde vers Chris.
La bataille est terminée. La puissante armée des 8 portes, forte de 3000 hommes, est brisée et vaincue, ne laissant derrière elle que ses morts. Nous sommes victorieux. Les hommes crient à plein poumon, leurs instincts primaires reprenant le dessus. Chris est soulagé d'avoir gagné, mais il commence à ressentir les effets de la bataille et à perdre pied. Gien le rattrape, mais comme mon frère, où étais-tu passé pendant tout ce temps? Je voulais le voir travailler un peu. Il remercie Chris pour son excellent travail, et maintenant, au quartier général de l'ennemi de la 8e porte, les guerriers Faltus restants entrent dans la tente. Les hommes pensent sans le savoir qu'ils ont été victorieux, et sourient au commandant déçu. Celui-ci s'agenouille et s'excuse de sa myopie. Il ne reste plus que 12 soldats Faltus. L'homme dans la tente est choqué par la tournure des événements, et les yeux du commandant Faltus s'écarquillent de rage et de peur. C'est à cause de lui, le garçon aux cheveux bleus, s'il n'avait pas été là. La scène revient sur Chris qui se réveille de sa longue bataille. Markson est à ses côtés, reconnaissant que Chris soit enfin réveillé. Chris s'enquiert de l'état de la guerre, et apprend que les forces de la porte des 8 ont battu en retraite, et qu'il s'agit d'une grande victoire. Chris est agréablement surpris par Pumpkin, qui s'est probablement ennuyé de lui après tout ce temps. Mais Chris n'a pas le temps de s'endormir, il a des affaires à régler. Il monte à cheval avec Markson et ils arrivent à l'endroit où il se trouve. Chris aperçoit un drapeau avec l'emblème d'une forteresse, ce qui signifie quelque chose de très important. Il signale la présence du baron Van Ludwig. C'est la cérémonie de remise des prix. La cérémonie commence par les promotions de Lind, Markson, Ralph et Diego, qui reçoivent chacun le poste de centurion, ainsi que 5000 pièces d'argent. Bon sang, nos garçons ont enfin ce qu'ils méritent, hein? Ensuite, Kennery est appelé à la barre et pris pour ses exploits de perturbation des lignes ennemies et d'attaque des chariots de ravitaillement. Il retrouve son titre de chevalier, ce qui va dans le sens de ce que Chris avait prévu depuis le début. Certains hommes de l'armée ne sont pas d'accord, car une fois qu'un homme s'est déshonoré en tant que chevalier, à certains yeux, il n'est plus digne d'avoir le titre à nouveau. C'est notre homme Kennery, il découpait les gens. Ce n'est pas un chevalier, je ne sais pas qui c'est. Mais au lieu d'accepter sa promotion, il demande de l'or, ce qui choque tous les spectateurs, en particulier Chris. Kennery s'excuse pour ses mots durs, mais le baron lui remet un titre, et 5000 pièces d'or à la place. Je veux dire, au moins il est en pleine forme maintenant. Et maintenant, le moment que nous attendions. Le centurion Chris est appelé à la barre pour avoir repéré les routes de ravitaillement de l'ennemi et enlevé des vivres, guéri le démon blanc, uni les soldats xurkiens au milieu de la bataille et les avoir menés à la victoire. Il reçoit la médaille du mérite. Tous les soldats environnants acclament leur héros et sauveur, Chris, et le duc remercie Chris pour ses excellents résultats. Chris accepte humblement les remerciements et le duc le fixe de ses yeux bleus et froids. Ne veux-tu pas, par hasard, grimper encore plus haut? Chris pense que le baron est perspicace. Il fait semblant de ne pas être choqué. Dis-moi ce que tu désires, Chris, dit le baron. Les yeux de Chris s'écarquillent et il sourit. C'est une chance qu'il attend depuis 2 vies. Il n'a pas fait tout ce chemin pour ne diriger que 100 hommes. Il ne gâchera pas cette occasion de graver son nom dans l'histoire. Chris demande avec confiance au duc de le laisser devenir chevalier.